Salut à tous. Alors avant toute chose, si vous n'avez pas fini l'histoire principale du jeu, fuyez, cassez-vous, cette vidéo spoil complètement. Ça paraît logique vu le titre de la vidéo, mais je préfère prévenir. Rassurez-vous, cette vidéo est bel et bien le 12e Throne of Games. J'ai tout simplement préféré faire en sorte que le titre de la vidéo attire le plus de monde possible. C'est certainement la vidéo que j'attends de pouvoir faire depuis le lancement de cette chaîne. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo sans avoir suivi ma série de vidéos Throne of Games, sachez qu'en fait cette vidéo est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai sortie en août dernier, où j'avais présenté au mieux le jeu avec toutes les infos qui étaient disponible à ce moment-là. Pour vous pondre la meilleure vidéo possible avec une qualité d'information incroyable, je me suis mis à 300% dans le jeu. Au moment où je commence à écrire cette vidéo, je viens à peine de décrocher le platine sur PS4. J'ai ratissé ce jeu de fond en comble, du coup je peux vous proposer en détail tout ce qui fait que ce jeu relance complètement la saga Assassin's Creed. De façon générale, j'ai vraiment adoré ce nouvel opus, les musiques sont juste parfaites, c'est Sarah Schachner qui a composé la soundtrack du jeu. Elle avait déjà été co-compositrice sur Unity et a fait des musiques additionnelles sur Black Flag. On est vraiment dans une ambiance de ouf, avec la cerise sur le gâteau, une reprise de la musique Ezio Family, juste magique. On retrouve vraiment ce qu'on avait pu adorer dans les premiers épisodes de la saga, tout en se renouvelant avec la mode des jeux en mode ouvert, qui est une vraie épidémie en ce moment, mais dans le bon sens. C'est un peu le but ultime d'un jeu vidéo, je pense, proposer un grand monde ouvert et une aventure très longue. On est en plein dedans avec cet opus. Après, cette nouvelle dimension dans le gameplay ne plaît pas forcément à tous les fans de la saga, mais ça j'en parlerai plus tard. 2 ans après Syndicate, on a encore une fois le droit à un duo d'assassins. Cette fois-ci c'est un couple et on peut dire que c'est un semi-duo puisqu'on joue Bayek 95% du temps, Aya n'étant disponible à jouer que pour 2 ou 3 séquences de jeu. Je trouve que c'est vraiment malin d'avoir fait ce choix, leur histoire est quand même nettement meilleure que celle de Syndicate. Je trouve vraiment le fait qu'Aya soit job que très peu de fois durant l'histoire lui donne un attachement et une dimension encore plus grande que pour Heavy Fry. J'ai vraiment adoré ce couple qui, suite à la perte de leur seul enfant, tué par un membre de l'ordre des anciens, se voit partir en quête de vengeance pour trouver l'homme qui a tué leur fils. Ce qui rend cette histoire encore plus prenante, c'est qu'on n'a pas tous les éléments tout de suite. On commence le jeu au moment où Bayek et Aya ont déjà commencé leur quête. Ce n'est qu'après l'intro du jeu, qui d'ailleurs est sûrement la plus longue de la saga avec celle d'Assassin's Creed 3, qu'on commence vraiment à se rendre compte de l'ampleur de leurs actions. Bayek est le dernier des Medjay, à ce titre il ne s'occupe plus qu'uniquement de Siwa, mais s'étend sur tout le pays à travers toutes ses aventures. Et Aya, en plus d'avoir l'air encore plus forte que Bayek, elle a le bras long, c'est quand même une personne très proche de Cléopâtre, ayant avec eux la personne qui s'oppose directement et publiquement au régime de Ptolémée, soutenu par l'ordre des anciens. Bayek et Aya ont là l'opportunité de toucher à leur but, qui est de détruire l'ordre responsable de la mort de leur fils. Ce qui est vachement intéressant dans Origins, c'est qu'on a vraiment un lien, une parallèle, un effet miroir entre la quête de Bayek et Aya et la situation de l'Égypte, où l'on a une Cléopâtre qui se bat vraiment contre cette espèce de régime qui, sous Ptolémée, tente de plus en plus à oublier l'essence même de ce qui a fait la mythologie du pays. En gros, on aurait pu penser que toute cette histoire de confrontation idéologique autour de l'Égypte et de sa situation aurait pu suffire à nous faire émerger de l'ombre l'origine de la confrérie des assassins. Et c'est vrai que l'histoire de cet opus aurait pu s'arrêter à ça, mais fort heureusement, Ubisoft a su pousser les choses encore plus loin que ça, beaucoup plus loin même. Cet opus nous a promis l'origine de la confrérie, mais en plus de ça, il nous offre également l'origine de l'ordre des Templiers. En même temps, vu le nom des gars, l'ordre des anciens, voilà quoi. Fallait pas être expert ingénieur pour découvrir le poteau rose par soi-même. Mais là où c'est très fort, c'est qu'on a la preuve et certitude que l'ordre est né avant la confrérie, ce qui fait que malgré les actions de Bayek et Aya, ils ont forcément fini par tomber de très haut quand, suite à l'alliance entre César et Cléopâtre, qu'ils ont aidé pour faire tomber le régime de Ptolémée, ils découvrent qu'en fait César défend l'ordre des Templiers en sauvant le loup de la lame de Bayek, et que finalement Cléopâtre ne vaut pas mieux que ceux contre qui ils se sont battus, puisqu'elle finit par ignorer complètement le couple Bayek-Aya, mais également quelque part l'ancienne Égypte, se laissant guider par César, ce qui n'empêchera pas Bayek de toucher au but en tuant le lion, après que ce dernier ait causé une catastrophe en plein Siwa, grâce à la pomme d'Éden.
Pomme que d'ailleurs Bayek met en lieu sûr dans la base secrète d'Aya à Alexandrie. C'est de ce retournement de situation où Bayek et Aya perdent leurs plus gros fidèles que la confrérie finit par naître. On retrouve donc cette confrontation mythique entre le système mis en place manipulant le peuple dirigé par l'ordre des anciens et la révolte, l'envie de justice menée par la jeunesse de la confrérie. Bayek et Aya mettent donc fin à leur credo de base qui était de venger leur fils pour laisser place à leur nouveau credo qui est celui de la confrérie des assassins. Leur quête étant accomplie, la confrérie étant née, le couple prend malgré tout la dure décision de se séparer. Ils ont rendu justice à leur fils, mais ça ne leur amène pas pour autant, et il faut croire que leurs souffrances refont surface tel un retour de flamme. Mais bon, personnellement, je pense qu'ils finiront par se retrouver et fonder une famille, étant donné qu'ils finissent par être momifiés côte à côte. Après avoir tué le lion, qui était vraiment le meilleur boss depuis les 2 premiers assassins, on aurait pu penser qu'on en avait fini. Mais non, encore une fois, ce jeu m'a absolument surpris. En effet, après la séparation entre Bayek et Aya, on incarne à nouveau cette dernière en solo pour ce qui semble être la meilleure fin d'un Assassin's Creed depuis la saga Desmond. Aya se retrouve donc à Rome pour y répandre le credo des assassins, se créant des alliances jusqu'à se retrouver à accomplir sûrement l'un des plus grands assassinats de l'histoire de l'humanité, à savoir tuer César. Et pour ce faire, elle aura dû d'abord passer sur le corps du loup qui avait été expatrié par César. Aya apparaît devant Cléopâtre pour l'informer de la situation et lui dire qu'elle a intérêt à repenser ses actions et ses décisions politiques, si elle ne veut pas goûter la lame secrète. Les dernières phrases d'Aya confirment qu'elle a renoncé à son ancienne vie pour devenir l'assassin qu'on appelle Amunet. Ce qui confirme donc nos interrogations par rapport à la crypte d'Amunet dans Assassin's Creed 2. Une assassin qui, je le rappelle, assassine Cléopâtre à l'aide d'un serpent venimeux. Au départ, en écrivant cette vidéo, je me rappelais plus complètement du discours de fin d'Aya, et je pensais que Amunet serait une assassin qu'on découvrirait dans le prochain opus. En tout cas, cette histoire a eu au moins le mérite de faire parler et théoriser. Selon moi, le prochain Assassin's Creed se déroulera en plein empire romain, où l'on jouera Amunet en personnage principal, avec pourquoi pas des apparitions et des séquences de gameplay avec Bayek, un peu comme Aya dans Origins. Ce serait dommage que Bayek soit absent, alors qu'Ubisoft avait dit de Bayek qu'il serait à l'image d'Ezio, le personnage principal d'une nouvelle trilogie. Après le meurtre de César et ce qu'on sait d'Amunet, il serait donc fort possible que l'on joue la scène d'assassinat de Cléopâtre, avec le serpent venimeux, ce qui fait d'Amunet certainement le plus grand des assassins. En tout cas, ces dernières années, Ubisoft insiste bien sur les personnages féminins forts. On a eu Syndicate avec Ivy, le film avec Maria et Aya pour Origins. Vu la fin d'Origins et les rumeurs sur la trilogie, je pense que le prochain opus sera Amunet en personnage principal. Et je vais vous donner le titre du prochain Assassin's Creed. En fait, on l'a tous entendu avant même qu'Origins a été dévoilé. Si vous vous souvenez bien, au départ des rumeurs par rapport à Origins, on avait constaté que le même titre revenait, Assassin's Creed Empire. Ce titre collerait parfaitement. Si vous pensiez que l'histoire d'Assassin's Creed s'arrête uniquement aux cinématiques, vous avez tout faux. En effet, lors de la quête d'assassinat de Lagen, on découvre un mécanisme ancien qui, une fois activé, nous met en lien vocal sous forme de retransmission avec un membre de l'ancienne civilisation. Au total, dans le jeu, il y en a 6, et ces retransmissions nous en apprennent un peu plus sur l'ancienne civilisation. Mais c'est surtout la 6ème qui m'a absolument foutu sur le cul, puisque c'est dans cette retransmission qu'on a vraiment l'impression que ce membre de l'ancienne civilisation, appelons-le l'ancien, parle directement à Layla via Bayek. L'image diffusée de la tablette ancienne renforce vraiment cette impression, étant donné qu'il s'agit d'un espèce de trou noir faisant pont, le lien entre les deux personnages. L'ancien insiste bien sur le fait que l'animus de Layla est différent et permet d'exploiter tout le potentiel du concept de base de l'animus, et pourrait donc être crucial et important pour agir contre Junon, on imagine. Et encore plus intéressant, son discours laisse clairement penser que même au temps de l'ancienne civilisation, il y avait déjà un ordre et qu'il n'était pas la solution. On peut donc imaginer que l'ancien est une personne opposante à l'ordre et qu'il ferait partie d'un groupe qui aurait comme objectif de nuire à cet ordre. On aurait donc là la preuve, le témoignage, que le conflit existe depuis l'ancienne civilisation. L'ancien finit sa retransmission par « Rappelez-vous, rien n'est réel, tout est permis ». J'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. En gros, la vraie origine, la racine de la confrérie, remonte à bien plus loin dans le passé que l'Égypte antique. Vous irez voir vous-même cette retransmission si vous ne me croyez pas, mais c'est bel et bien la vérité. Toutes ces infos me laissent vraiment penser que c'est fort probable que pour conclure enfin la saga, Ubisoft nous réserve des moments de gameplay, voire un jeu entier, pourquoi pas pour le dernier, dans lequel on jouerait un personnage durant le temps de l'ancienne civilisation, sûrement quelques temps avant leur extinction. Étant vraiment la big info d'Origins selon moi, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes autant hypé que moi ?
Enfin, à nouveau un vrai personnage à contrôler durant les phases hors Animus. Pour ceux qui ont vu le tout premier Throne of Games, vous savez que j'en avais déjà parlé, j'espérais vraiment que ça arrive pour ce jeu, et Ubisoft l'a fait. J'aurais tellement adoré qu'on contrôle William Miles, mais non, Layla est un tout nouveau personnage. C'était hyper déroutant au début, puisqu'on apprend absolument rien d'elle, si ce n'est qu'elle travaille avec Abstergo. J'ai pensé un moment qu'elle était templier, mais plus on creuse dans l'ordinateur, et plus on apprend son parcours. Pourquoi elle travaille pour Abstergo? Pourquoi elle s'est rendue en Égypte avec sa coéquipière Dee? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans l'ordinateur, dans les fichiers audio, les mails et les notes de Layla. Pour résumer, c'est une génie qui à force des choses a fini employée chez Abstergo. Elle et Dee sont donc envoyées en Égypte en mission spéciale pour retrouver un artefact décrit comme étant peu important par Abstergo. Sauf qu'arrivée sur place, elle tombe sur le sarcophage de Bayek. L'artefact est en fait la mémoire génétique de Bayek, et accessoirement celle d'Aya, puisque Layla mélangera les deux mémoires génétiques dans son Animus. En parlant d'Animus, c'est donc bel et bien Layla qui a créé l'Animus portable et aurait été en contact avec Sophia Rekin par rapport à l'Animus avec bras mécanique qu'on a pu voir dans le film sorti en 2016. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être vu ma critique du film, où en résumé je disais avoir bien aimé le film mais qu'il était totalement hors contexte et surtout pas du tout canon par rapport aux jeux vidéo. Mais Origins m'a retourné une grosse claque à l'envers en incluant dans son histoire les événements du film. Je vous invite tout de même à aller voir ma critique, il y a d'autres défauts dans ce film qui méritaient d'être pointés du doigt, et puis ça m'évite d'en reparler dans cette vidéo. C'est bien beau d'avoir crédibilisé le film et d'avoir confirmé son lien avec les jeux vidéo, ce qui en fait donc un spin-off de la saga, mais il va nous falloir plus d'explications dans le prochain film si jamais un jour il sort, car ce film introduit une nouvelle pomme d'Éden, toute minuscule et qui fait de la lumière verte, que les hauts rangs des Templiers n'en ont plus rien à foutre des artefacts d'Éden, et préfèrent rester simplement les méchants manipulateurs du peuple, alors que dans les jeux vidéo, l'ordre des Templiers est toujours actif sur ce plan, puisque la majorité sont guidés, manipulés par Junon pour la ressusciter physiquement. Je suis pas contre le fait qu'il y a un lien entre le film et les jeux vidéo, mais j'espère que chez Ubisoft, ils ont vraiment pensé à tout dans les détails, et pas seulement lâcher une bombe juste pour l'avoir explosé quoi. Car si Callum Lynch finit dans le film par assassiner Alan Rickman, reprenant ainsi la pomme d'Éden, c'est qu'il est forcément en contact avec la confrérie, ce qui veut donc dire être en contact avec William Miles. Enfin bref, revenons à Layla. Elle travaille chez Abstergo, mais ce n'est pas une Templier, visiblement elle a l'air avide de savoir, et cherche vraiment à comprendre pourquoi les mémoires de Bayek et Aya sont si importantes. Layla étant un peu rebelle, ignorant les procédures d'Abstergo, ces derniers finissent par envoyer des tueurs pour faire en sorte que les informations recueillies par Layla ne sortent jamais de là où elles étaient. Layla, se fabriquant une lame secrète maison, tue ses assaillants facilement, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Dee, qui après une explosion ne répond plus. Est-ce qu'elle est morte sûr et certain? Je ne sais pas, peut-être pas, on verra bien j'ai envie de dire. Dans tous les cas, malgré le fait qu'elle ait subi des effets secondaires suite à l'over-utilisation de l'Animus, couplé au mélange de deux mémoires génétiques, Layla veut à tout prix que la mort de Dee n'ait pas été inutile, et se décide donc à retourner dans l'Animus. Après la fin de l'histoire de Bayek, Layla se fait réveiller par ni plus ni moins que William Miles. Ce dernier raconte à Layla que la confrérie l'observe depuis ses débuts et connaît son lien avec les Rikin. Il lui propose son aide en l'invitant à rejoindre la base de la confrérie à Alexandrie, permettant ainsi à Layla de ne pas se faire tuer par Abstergo et de continuer ses recherches sur les mémoires de Bayek et Aya. J'ai bien aimé qu'il fasse référence à Rebecca en disant qu'elle s'entendrait bien. Ça veut donc dire qu'elle n'est pas morte suite à la fin de Syndicate, et ça c'est vraiment rassurant. Et il finit en ajoutant que Layla a encore environ 1 heure avant qu'un hélicoptère vienne les chercher, ce qui justifie très proprement le fait de pouvoir continuer de jouer Bayek pour les DLC du jeu à venir. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh ben c'est clairement génial, à un seul bémol près. Ubisoft nous redonne enfin ce que personnellement j'attendais depuis longtemps, à savoir une histoire hors Animus un peu plus dynamique et surtout avec un personnage jouable. Le fait que ce soit Layla, un personnage inconnu auparavant, relance complètement l'intrigue, puisqu'on a un bon personnage à qui s'attacher. Desmond restera gravé à jamais dans nos souvenirs, parce qu'on a suivi son histoire, parce qu'on s'est senti concerné. Layla dans Origins, tout comme Desmond dans le premier Assassin's Creed, va découvrir vraiment l'envers du décor. Jusqu'à maintenant, elle savait à peu près où elle mettait les pieds, mais là elle est directement concernée et active un peu malgré elle dans ce conflit assassin-templier. D'ailleurs, ce que j'ai adoré avec Layla, c'est qu'elle accepte l'aide de William mais refuse de rejoindre la confrérie, tout comme elle a très certainement refusé de rentrer dans l'ordre des Templiers malgré le fait d'être une employée d'Abstergo et une connaissance de Sophia Rekin. Un peu comme dire que Layla est un peu le Jedi gris d'Assassin's Creed. Peut-être apportera-t-elle l'équilibre. Je soupçonne d'ailleurs fortement Layla d'être une descendante de la famille de Bayek et Aya. Si vous regardez bien, elles ont le même visage. On retombe donc vraiment dans un esprit à la Desmond où il avait également à peu près le même visage que ses ancêtres. Maintenant que j'ai bien fait mon fanboy, passons au putain de bémol de l'histoire hors Animus d'Origins. Où est Junon? Que fait-elle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que William Miles a un plan contre elle? Est-ce que Minerve a disparu suite aux événements d'Assassin's Creed 3? C'est vraiment super de nous avoir redonné cette vraie jouabilité hors Animus, mais concrètement Origins ne nous fait pas beaucoup avancer dans l'histoire de la saga.
saga. Les simples cinématiques de Syndicate avaient fait nettement plus avancer l'intrigue. Mais bon, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'à l'image d'Assassin's Creed 2, le prochain opus nous livre une histoire hors Animus vraiment plus dynamique et plus présente comme ça l'avait été pendant Assassin's Creed 3. En tout cas, on est vraiment loin d'un mec lambda à qui on donne la tâche de trouver un sage random pendant la Révolution française. J'ai très hâte de jouer au prochain jeu, en espérant que la trame contre Junon soit vraiment présente cette fois. Le gameplay a été totalement revu, on est passé sur un format RPG très inspiré de The Witcher 3. Les séquences n'existent plus, ça marche maintenant sous forme de quête. Le système de combat, pour les non-habitués des jeux en monde ouvert, c'est assez déstabilisant, voire plus dur à prendre en main. Le système de level et de points d'aptitude est nettement mieux exploité qu'avec Syndicate. Bon, même si je trouve que certaines aptitudes auraient pu être incluses dès le début, comme le fait de pouvoir monter sur le cheval d'un ennemi. C'est comme si que sur GTA, on devait apprendre une aptitude pour monter dans une voiture. Complètement con, quoi. Les arènes de gladiateurs sont vraiment énormes, c'est vraiment le nouveau mode de jeu que j'adore. Les arènes changent de décor, de pièges et d'animaux libérés. J'adore le film Gladiator, alors ce mode de jeu c'est vraiment la série sur le ghetto. En revanche, l'hippodrome, je suis vraiment pas fan, les courses de chars sont vraiment pas opti, j'ai galéré comme un forcené pour réussir à gagner un tournoi pour le platine. Tous ces changements apportent une vraie immersion et une durée de vie encore plus longue que la majorité des autres Assassin's Creed. Mais ce système de jeu en mode RPG ne plaît pas à tout le monde. J'ai par exemple un très bon ami qui trouve que ça dénature complètement le jeu. Le fait qu'on puisse voir la barre de points de vie des ennemis, qu'on voit apparaître les armes ramassées sur les ennemis, mais le truc c'est qu'il est possible de retirer tous ces affichages dans les options du jeu, au point d'avoir aucun affichement. Dans le fond, je comprends que ça puisse freiner les gens. Après, faut pas s'arrêter à ça, je pense. Ce gameplay apporte une bonne difficulté, ça faisait longtemps qu'un Assassin's Creed m'avait pris la tête comme ça. Petite info sympa pour les joueurs de PlayStation, quand vous êtes dans le menu équipement, vous pouvez faire L2 triangle pour changer votre coupe de cheveux et R2 triangle pour changer la barbe. Quand vous avez le curseur sur votre tenue, vous pouvez également retirer votre capuche ou la remettre. C'est des trucs à la con, mais c'est sympa. Durant les trailers, on nous avait montré Bayek affronter un serpent géant. J'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Finalement, il s'avère que cet affrontement est le fruit de consommation d'une espèce de drogue, une séquence de gameplay un peu psyché, puisque logiquement, à ce moment, on lui demande de sauver l'enfant de la femme enceinte, alors que durant la phase, on voit bien qu'il s'agit du cœur de Bayek et non celui de l'enfant porté. D'ailleurs, en sortant de cet affrontement, il se réveille simplement comme après un lendemain de cuite. Donc voilà, ce n'était pas la réalité. Depuis quelques jours, un nouveau World Boss apparaît au sud de Siwa sous forme de bug d'Animus. On y affronte donc Anubis, assez relou mais je l'ai plié du premier coup, j'étais bien stuff aussi. Je pense que ce genre de World Boss est susceptible de revenir avec d'autres dieux égyptiens. J'ai vraiment hâte que le premier DLC sorte. The Hidden Ones nous plongera des années après les événements d'Origins, où l'on suivra le développement de la confrérie menée par Bayek, lors d'un conflit avec les forces romaines dans une nouvelle région. Le DLC permettra également d'augmenter de niveau, peut-être 10 niveaux de plus, sortie prévue pour janvier 2018. Le second DLC, The Curse of the Pharaoh, quant à lui sortira en mars 2018. Il sera focalisé sur la mythologie égyptienne et offrira de nouvelles compétences à débloquer avec les points d'aptitude. En conclusion, Origins c'est vraiment l'opus qu'on attendait, une histoire d'assassin en béton, sûrement l'une des meilleures, voire la meilleure, et l'or Animus bien présent avec un nouveau personnage jouable. Que demande le peuple? Il demande que Junon revienne au premier plan de l'affrontement hors Animus. Après la mort de Desmond, Black Flag nous a instauré cette nouvelle intrigue des assassins qui font tout pour limiter les actions de Junon, manipulant certains gros bonnets de l'ordre des Templiers pour lui redonner ses pouvoirs et ainsi régner en maître sur la Terre, comme nous l'avait averti Minerve. Syndicate avait fait grandement avancer cette intrigue après un Or Animus inexistant dans Unity et peu important dans Rogue. C'est vraiment cette intrigue qui manquait durant les séquences Or Animus. Un peu à l'image du premier volet de la saga, Origins nous met dans le bain sans trop en dire, nous réservant très certainement une dinguerie pour le prochain opus. En tout cas, Origins relance complètement la franchise. J'espère que cette vidéo vous aura plu et apporté des éléments que vous aviez peut-être loupés durant votre gameplay sur le jeu. N'hésitez surtout pas à donner votre point de vue sur Origins dans les commentaires, que ce soit par rapport à l'histoire de Bayek ou celle hors Animus. Partagez la vidéo massivement à vos amis ou connaissances qui ont également fini le jeu. Likez la vidéo pour augmenter la visibilité de la chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sans oublier la cloche YouTube pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous rappelle que je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.